Bonsoir Jean-Michel Larquet. Bonsoir Jacques. Ça ne me rajeunit pas de vous recevoir dans cette émission au Stade Bleu. Et moi donc. Ça fait bientôt 50 ans qu'on se connaît. Alors justement, 50 ans dans les coulisses de la Coupe du Monde, les Bleus, l'arbitrage, le foot business, mes bonheurs, mes doutes, mes colères, c'est chez Solar. Alors on va commencer par 1958, vous avez 10 ans, Eh oui. et vous commencez déjà à rêver en regardant les Piantoni, les Fontaine, les Coppa et même les Pelé. On est d'accord? Ah, je rêve pas. Je rêve pas. Je vois ça. J'ai l'impression de voir les extraterrestres. D'abord, c'est du noir et blanc avec une télévision qui doit faire à peu près 1 mètre de large, 1 mètre de profondeur. Hein, C'est à Pau tout ça, hein? Tout ça, c'est à Pau, dans le presbytère du patronage, puisque j'étais à la JAB de Pau, Jeanne d'Arc, le Béarn. Donc c'était un patron, et il n'y avait que le curé qui avait un téléviseur à l'époque. Alors, la reine d'Angleterre avait eu la bonne idée de se faire couronner quelques années auparavant. Donc, on avait eu l'invention de l'Eurovision. Vous savez, cette fameuse musique-là. Et on allait voir la Coupe du Monde au presbytère de Saint-Martin. On était là, assis. Et, c'était un spectacle et c'était un moment c'était notre récréation, parce que voir un match de football, aller voir les Brésiliens ou les Allemands à l'époque, c'était incroyable. Oui, mais vous avez la chance d'avoir un père qui aime le foot et qui vous a dirigé vers le foot. Ouais, mais moi je suis né sur un terrain de football. Ma grand-mère était la concierge du stade de la JAB. Mon papa et ses frères étaient là. Ils étaient l'ossature de l'équipe de la JAB. Mes cousins un peu plus âgés jouaient en cadet quand je jouais en minime. On passait notre vie à la JAB, nos jeudis après-midi, parce qu'à l'époque, c'était le jeudi après-midi qu'on n'avait pas école. Donc le jeudi matin, il y avait coiffeur, et le jeudi après-midi, il y avait football à la JAB. C'était des grands moments. Radeaux, on faisait des radeaux, on mangeait des pommes, à choper des coliques incroyables, voilà. Mais bon, et on passait notre vie là. Mais on rêvait pas au football professionnel, Jacques. Pas du tout. Ah, pas du tout. Mais pas du tout. C'était... En plus, nous, le premier club, le club le plus proche, c'était Bordeaux. Bordeaux, à l'époque, c'était 200 km, mais il n'y avait pas 500 mètres d'autoroute. Donc faire Pau-Bordeaux, c'était une expédition. Et moi, j'ai vu mon premier match Ah non, j'allais dire une bêtise. J'ai vu mon premier match de football pro au Parc des Princes. À l'époque où Reims, donc c'était en 56, 57, à peu près à la même époque là, que cette Coupe du Monde. À l'époque où Reims venait jouer la Coupe d'Europe au Parc des Princes. Je ne jouais pas à Delaune, c'est bien Delaune, hein, Auguste Delaune. Auguste Delaune à Reims, parce qu'il y avait une meilleure recette. Donc, un des premiers matchs que j'ai vus, c'était Reims contre les Hongrois de Voros-Lobogo. Ça vous dit rien, ça? Non. Oui, voilà. Donc, ça a été mon premier. Et moi, alors j'entendais les gens applaudir quand le ballon sortait en 6 mètres ou en corner. Et j'étais étonné, je dis à mon père, mais pourquoi ils applaudissent? Non, mais parce qu'il y a eu une belle action avant, tu vois, alors ils applaudissent parce qu'il y a eu la belle action. Ah, mais je croyais qu'on applaudissait que quand il y avait but. Mais non, tu vas voir. Et donc j'ai commencé à comprendre les réactions du public à l'occasion de ces matchs-là. Alors là, on a parlé de 58, puisque dans votre livre, chez Solar, Mes bonheurs, mes doutes, mes colères, vous parlez un peu de 62. Ben oui, mais 62. Non, mais 1962. On est de la même génération. Oui. Nous. Et 62, qu'est-ce qu'on avait? Oui. D'abord, on n'y est pas. D'abord, on n'y est pas. Et ensuite, c'est les pellicules qui reviennent. Hein, c'est les bandes qui reviennent par avion. Par avion. Et on entend la voix de Thierry quelques jours après le match. Donc, on est un petit peu déconnecté de ce... C'est la Coupe du Monde au Chili. De cette Coupe du Monde au Chili, où le Brésil l'emporte encore. Donc on a parlé de vos 50 ans de Coupe du Monde, dans différentes fonctions, 58, 62, je voudrais qu'on parle de 66. 66, c'est l'Angleterre, c'est ce titre des Anglais, le seul d'ailleurs de leur histoire, c'est Banks, c'est des joueurs magnifiques, etc. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de 66, en dehors du but qui a été marqué sans être marqué, etc. etc. Mais les Anglais sont champions. Parce qu'ils sont les meilleurs.
Ouais, et puis bon, d'abord l'équipe de France y va. Et là, non, vous en souvenez avec précision. alors là. juste, j'assiste à la qualification de l'équipe de France au Parc des Princes. 1-0, but de Gondé. Philippe Gondé, Philippe Gondé. J'assiste qui joue à parce que Nantes. je joue en levée des rideaux avec l'équipe de France junior. Ah bon On joue avec l'équipe de France junior en levée des rideaux. Et on revenait de la Belgique où on avait gagné avec cette équipe de France junior où il y avait dedans Henri Michel, Jean-Paul Rostagny, on avait une Loulou Floche, on avait une Tribolée et on assiste à la qualification de l'équipe de France. Et là, quand l'équipe de France s'en va en Angleterre, on sait que bon. C'était un petit peu n'importe quoi parce que je crois qu'il y avait 3 entraîneurs. 3 entraîneurs. Il y avait Jasseron, Robert Domergue de Valenciennes et puis et Pierre Pibaro. c'était pas Henri Guérin. Et Henri Guérin. Voilà. Henri Guérin. Donc, trois entraîneurs aux conceptions tout à fait différentes. Bon, l'équipe de France ne passait pas le premier tour, mais à l'époque, il y avait peu d'équipes. Je ne sais pas si on est à 8 ou 12 équipes. Hein. 12 équipes déjà, Ouais, 12 équipes. Enfin, 12 équipes. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'était déjà un exploit. En plus, on avait éliminé la Yougoslavie. Non, l'image que j'ai de cette Coupe du Monde hein, de 66, c'est Bobby Moore et Jackie Charlton. Et Bobby Charlton, pardon. Jackie, c'était la girafe, c'est celui qui jouait. C'est le défenseur. C'était celui qui jouait derrière. Et on me disait, oui, mais les Anglais, ils sont pas très inspirés. C'est des mecs, ils vont au mastic. C'est des gens qui, techniquement... Oh, moi, j'ai trouvé ces joueurs fabuleux, fantastiques, ces joueurs anglais. Et puis, j'ai un souvenir d'un match qui m'avait marqué, c'est un Hongrie-Brésil, où il y avait dans l'équipe de Hongrie des joueurs comme Albert Farkas, Fazekas, Matraille. Oh, je trouvais que ces Hongrois étaient ils avaient des magiciens. Des magiciens et ils avaient ridiculisé le Brésil. Voilà ce que j'ai de cette... Et puis évidemment les stades des connaisseurs, c'était sympa. Et on va parler d'une des plus belles Coupes du Monde, celle du Mexique, 1970. Vous êtes d'accord? Oui, mais on n'insiste pas assez sur le fait que tout va plus vite. On est à 2000, 2200 mètres d'altitude. Et c'est vrai que le ballon va plus vite. Et là, il est allé beaucoup trop vite pour plein d'équipes. Et notamment parce Sauf une, parce que c'est eux qui avaient toujours le ballon. Les passements de jambes. les Brésiliens. Les Brésiliens. Rivellino, quand il faisait les passements de jambes et que sur un pas, il faisait une transversale de 50... Tostao, Pelé. Et mon idole de cette époque-là, en 70, j'avais 2 idoles à Saint-Étienne, j'avais une idée, il s'appelait Gerson. Avant-centre? Non, pas du milieu tout. Milieu de terrain, chauve. On aurait dit qu'il avait 55 ans. Il perdait jamais le ballon. Non, je confondais avec Tostao. Ouais, il perdait jamais le ballon. Oui, et puis c'est tout. Gilmar dans les buts? Non, mais Gilmar, c'était en 58, Gilmar. Félix. Ouais, Gilmar, c'est en 58. Félix dans les buts. Voilà. Félix dans les buts. Et c'était Pardon, Félix. Et Carlos Alberto. Il jouait tout en noir, Félix. Et Carlos Alberto, qui était donc le capitaine, l'arrière droit, le dernier buteur de cette Coupe du Monde 70 sur une passe de Pelé. Et la formidable réplique de Pelé qui dit: c'est le seul gardien qui a arrêté un but que j'avais marqué. Il parlait de Gordon Banks, votre idole. Invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, on est passionnés tous les deux. D'abord, on se connaît depuis longtemps. On parle de ces 50 ans de Coupe du Monde. Alors, des Coupes du Monde que Jean-Michel Larquet, qui est notre invité, a suivi en tant que supporter, a suivi en tant que joueur et a même suivi en tant que commentateur. Donc, on a parlé d'une des plus belles Coupes du Monde, celle de 1970. Je crois qu'on va aller rapidement sur 74 et 78. Oui, 74, l'Allemagne, bon. Mais 78 me laisse un petit coup là. Avec tout ce qui s'est passé à la FIFA ces dernières années, je me demande si 78, tout a été clair. Voyez-vous, Jacques, voilà. Je me demande en si... Argentine. En Argentine. Où la France est qualifiée. Voilà, mais si monsieur l'amiral Lacoste et le Videla. Et le grand démocrate qui était... Videla, oui. Voilà. Si tout j'ai l'impression quand même que c'est une des Coupes du Monde les plus tordues, on va dire comme ça. Voilà. On va revenir très vite sur 74 et la finale entre les Pays-Bas
Ouais, et l'Allemagne. oui, Enfin, il n'y a rien à dire. Si, il y a à dire sur les deux finales que vont faire Les Néerlandais. les Néerlandais avec une équipe fantastique, celle de Johan Cruyff et de la fameuse Et Johan Niskens. génération de l'Ajax. Ils méritaient au moins d'en gagner une. Probablement celle-là. Et encore peut-être un petit peu plus celle que l'on vient d'évoquer à Buenos Aires. Allez, on va se faire plaisir. 82, 86. Le top pour nous. Oui, c'est les grandes années. Nous, on a eu une chance incroyable avec Thierry. Parce que Thierry 82, Roland. avec Thierry Roland, 82, c'est ma première Coupe du Monde en tant que commentateur. Je suis entré en Antenne 2 en 80. Et là, on est commentateur en Espagne. On passe un mois fantastique. On fait un match par jour. On travaille beaucoup, mais c'est super sympa. Une équipe de France qui commence difficilement, qui termine au grand galop, des choses sympas avec l'émir, avec la Djellaba, Michel Hidalgo avec les babouches, des histoires avec Thierry, l'Italie qui s'envoie pour se qualifier, puis qui finalement est championne du monde avec une équipe fantastique. Ouais, mais une organisation moyenne, Jacques, parce que il y a pas grand monde dans les stades. Moi, je me souviens d'un France-Irlande, par exemple, c'est pas terrible, ou France-Autriche, c'est pas terrible au second tour. Mais bon, on passe un bon moment, et puis bon, il y a une bonne équipe autour de Thierry, avec Thierry et moi-même. On a Bernard Pivot, on a Robert Chapat, on a Michel Drucker. Ouais, c'est une équipe. Une équipe C'est costaud. Voilà. Et en 86, on a été transférés, nous. En 86, on est transféré à TF1 et encore une très belle Coupe du Monde. On est quatrième en Espagne, on est troisième au Mexique avec tout ce dont on se rappelle. Et, par exemple, juste une petite chose, Jacques. Alors, par exemple, le France-Brésil ou le Brésil-France à Guadalajara, là, on pense que c'est TF1 qui l'a retransmis avec nos commentaires. Pas du tout. Mais c'est marrant parce que on devait être entré dans le cœur des Français parce que les commentaires qu'on entend sur ce match-là, quand on les reprend, ce ne sont que nos commentaires. Or, nous l'avions donné en différé. Je voudrais qu'on revienne rapidement, Jean-Michel, sur votre période de joueur qu'on a un petit peu occultée. 66, 78, avec l'équipe de France de football. Ouais, Une période un peu compliquée. On était surtout des losers. On n'a jamais rien gagné. Et en 78, la seule que j'aurais pu faire, je me suis blessé malheureusement. Bon, donc je suis passé à autre chose, mais j'ai pas de regrets parce que, bon, vous le savez, j'ai eu avec le club les satisfactions que je n'ai peut-être pas eues avec l'équipe de France. On va parler de la Coupe du Monde de 90, 94, l'Italie et les États-Unis. Ouais, des 90 décevant parce que même si l'Italie arrive en demi-finale, je sais pas, elle est manquée cette Coupe du Monde. J'ai pas senti. Mais chaque fois qu'on n'y est pas, c'est un peu moins savoureux pour les commentateurs que nous sommes. En 94, on pensait que cette Coupe du Monde aux États-Unis allait donner un coup de booster, ce qui n'a pas été le cas. Et pourtant, il y a eu des grands matchs. Moi, le grand match que je retiens de cette Coupe du Monde, c'est un Brésil-Pays-Bas à Dallas. On va parler évidemment de 98 où on est champion du monde. Vous commentez la finale avec Thierry Roland. C'est en France, c'est un moment de bonheur et de magie incroyable. Incroyable. Ouais, je crois très modestement, Jacques, que Thierry est en grande partie responsable du partage qu'il y a eu entre l'équipe de France et le public français. Parce que, on le sait, on lui a suffisamment reproché, pas moi, hein, pas vous, mais on lui a suffisamment reproché d'être chauvin. Il l'était, mais il l'était parce qu'il aimait profondément cette équipe de France. Et il ne rêvait que d'une chose, c'est de voir une finale France et Brésil à Paris et que l'équipe de France... Et le rêve se réalise. Et vous le connaissiez aussi bien que moi. Lui offrir ça, c'est vraiment offrir le premier jouet à un gamin. Il était comme un gamin. C'était un gamin d'une manière générale, et Thierry, mais ce jour-là, il est encore plus gamin que gamin. Quand je lui dis de mettre une perruque bleu, blanc, rouge sur sa tête, mais il n'hésite pas un dixième de seconde. Pendant que les autres sont en costard ou en smoking, lui, il est avec le maillot de l'équipe de France et une perruque. Bon, voilà. Et je pense qu'il y a eu une complicité et qu'on a participé un
tout petit peu modestement avec ce match-là. Mais c'est fou, hein, parce que 98, ça passe à une vitesse incroyable. Un mois, on n'a rien vu passer. 20 ans l'année prochaine. On n'a rien vu passer. Bon, après arrivent des catastrophes comme 2002, mais bon. 2002-2010. 2002-2010 à mettre dans le même sac. Voilà. 2006, c'est la finale. 2006, oui, parce qu'il y a un joueur exceptionnel. Et il faut le dire, Jacques, ce jour-là, il a trempé les pieds, même s'il est musulman, mais il va nous pardonner. Mais Zizou, ce jour-là, il trempe les pieds dans le bénitier. Et il fait avec ses pieds des choses magiques. Quand je parle de ce jour-là, c'est le match contre le Brésil, où les Brésiliens sont en adoration devant lui. Il se demande de quelle planète vient ce joueur. On était un peu fiers quand même qu'un Français soit adulé, adoré par les Brésiliens. C'était quand même pour nous une belle image. 2002, vous avez honte ? C'est l'Afrique du Sud, ouais, c'est le drame, c'est le quart, ouais, les joueurs ne veulent pas sortir, vous êtes gêné ? Vous êtes gêné ? J'ai honte quand je suis responsable. Quand je ne suis pas responsable, je n'ai pas honte. J'étais en colère surtout. J'étais en colère, mais bon, c'était la déliquescence de la Fédération française de football. Quand vous pensez qu'un sélectionneur lit le communiqué de ces joueurs grévistes, on est cul par-dessus tête. On termine avec 2014. Là, c'est un bon souvenir quand même au Brésil. Oui. Ouais, pas mal. C'est bien. On fait pas d'exploit. On fait pas d'exploit. On fait le boulot. Voilà. Mais on était tombé tellement bas en 2010 qu'on se contentait de ça. On était en pleine reconstruction. Ça y est, là, on a une belle équipe, Jacques. On a une belle équipe des jeunes. On a Didier qui est là, qui fait des choix. C'est son rôle. On peut en discuter. Mais bon, d'une manière générale, l'image s'est un petit peu redressée du football français, surtout de l'équipe de France. Je voudrais qu'on termine ce Stade Bleu avec vous, Jean-Michel Larquet, parce que je voudrais, ça me semble complètement normal, qu'on ait une pensée pour Thierry Roland, qui a été notre compagnon de route pendant de longues années, que ce soit avec l'AS Saint-Étienne, que ce soit avec vous en tant que commentateur, avec nous en tant que président du Variété Club de France. Thierry, c'est vrai, fait partie de notre quotidien et nous manque, voilà. C'est vrai, parce on peut que... le dire, clairement. C'est vrai, mais vous savez, quand je croise les personnes qui aiment le football dans la rue, ils me parlent tout autant de notre épopée avec l'AS Saint-Étienne que de notre duo, que de mon duo avec Thierry, parce que je crois qu'on leur a fait passer des bons moments, et quand on fera le bilan, faire passer des bons moments aux gens, c'est pas donné à tout le monde. Nous, on a eu cette chance incroyable. Merci Jean-Michel Larquet d'être venu en ce dimanche à France Bleu. Merci. Je rappelle votre livre, Jean-Michel Larquet, numéro 8 magique de l'AS Saint-Étienne, ça je ne peux pas m'empêcher de le dire. Mes bonheurs, mes doutes, mes colères, 50 ans dans les coulisses de la Coupe du Monde, les Bleus, l'arbitrage, le foot business, aux éditions Solar. Bonsoir Jean-Michel, merci. Bonsoir.